merci de l'invitation à participer à cette demi-journée. Pour un exposé qui va être assez complémentaire de ce qui a été présenté maintenant, il y aura évidemment quelques retitres, on parle du même sujet, donc des éléments importants. Deux mots quand même sur la Fédération européenne des hôpitaux, Hôpitaux pour l'Europe, inventé par un Belge, ce concept, un Belge néerlandophone, son prédécesseur qui est chez Tager. Cette fédération existe depuis 1966 et elle fédère des fédérations hospitalières nationales, plus ou moins nationales. Il y a des pays où effectivement elles sont un peu régionales, comme en Belgique, mais c'est le concept initial, de faire en sorte que les fédérations parlent, travaillent ensemble sur les façons de fonctionner, d'organiser, de financer les hôpitaux. L'Europe est tellement complexe qu'effectivement, au fur et à mesure des élargissements, il a fallu acquérir d'autres organismes qui sont possesseurs d'hôpitaux que les fédérations hospitalières, et ce sont des ministères de la Santé. Et donc, par exemple, la Grèce est représentée par le ministère de la Santé grec, donc qui a une importance pour ce qui est le sujet aujourd'hui sur la crise. Pourquoi? Parce que les hôpitaux grecs, publics essentiellement, très essentiellement, sont possédés directement par le ministère. Et puis on a un troisième type de membres, qui sont les fédérations de collectivités locales, car dans les pays nordiques, les hôpitaux appartiennent aux collectivités locales. Comme c'est le cas d'ailleurs en Espagne pour les hôpitaux publics et en Italie également, où les hôpitaux sont directement sous la dépendance des régions. On fait deux choses à Hope. Depuis l'origine, on fait justement du comparatif, comment ça marche ailleurs, et les premiers textes production de Hope dans les années 70, c'était essentiellement sur le financement des hôpitaux. Le cost containment qui commençait à ce moment-là à apparaître. Les DRG ont été les Diagnosis Related Units, les groupes homogènes qui sont apparus dans les années 70. Hope déjà a travaillé sur tous ces sujets, et puis s'est intéressé à une multitude de sujets tels que le droit des patients, l'organisation, les urgences, etc. Toujours sous un angle urgence, et on continue de le faire dans Hope, et je donnerai quelques exemples. Et le second aspect du travail, plus récent, qu'on peut dater plus ou moins de 2003-2004, c'est un peu tard pour ce sujet, mais c'est le lobbying. Essayer de savoir ce qui se passe à Bruxelles, c'est-à-dire dans les institutions européennes, et qui a un impact sur les hôpitaux et les services de santé. Essayer de fédérer nos membres autour d'une position, d'une réponse à ces sujets. Ils sont très nombreux. Et ensuite, essayer de faire le lobbying tel qu'on le connaît, c'est-à-dire influencer la décision sur des sujets tels que les dispositifs médicaux ou les délais de paiement ou les marchés publics, puisque c'est un sujet qui sera abordé ensuite et que vous devenez découvrir. Donc voilà globalement présenter l'organisation. Donc c'est 30 pays, 28 plus 2, Serbie et la Suisse, et puis au fait une quarantaine d'organisations. L'impact de la crise sur les soins de santé en Europe, je voulais commencer d'abord par présenter le cas de la protection sociale avec quelques données chiffrées, surtout le point de départ bien avant la crise en 2007. Donc volontairement j'ai pris 2007. Et j'interroge sur l'existence ou non d'un modèle social européen. Ça a un peu changé après 2016, j'expliquerai comment. Mais en 2007, vous avez ici le tableau de la part que les pays dépensent en protection sociale. Santé, famille, retraite, chômage, etc. Un écart de 1 à 2. Lorsque nous, Belges français, nous dépensons 30% de notre richesse, 30% de notre richesse en protection sociale, à l'autre bout de l'échelle, la Lettonie, l'Estonie, la Roumanie, dépensaient en 2007 à 15%. Et en fait, il y a 5 pays qui dépensaient moins de 17% de leur richesse en protection sociale. Pourquoi 17% 17% c'est les États-Unis. Les États-Unis dépensent 17% de leur richesse nationale en protection sociale. Donc on stigmatise toujours les États-Unis comme n'étant pas très solidaires. Eh bien, 5 pays membres de l'Union européenne en 2007 étaient moins solidaires que les États-Unis. Donc un élément important de la diversité des systèmes de protection sociale européens, c'est quand même la part de la richesse qu'on y met. Ça, c'est un élément important. Alors, avec la crise, un phénomène normal de crise, eh bien, les systèmes de protection sociale ont joué leur rôle de protection sociale, justement. Et donc, cette part va augmenter. Donc, de 17, les pays tels que de 15, 17, etc., tous ces pays vont augmenter leur part de protection sociale. Donc ça a un peu changé avec la crise, mais c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit lorsqu'on essaye de comprendre l'impact que peut avoir une crise. Il y a des pays où, quand il y a une crise,
mécanisme de solidarité est quand même très fort et puissant. Dans d'autres, eh bien non, les recettes sont quand même très, très faibles. Ensuite, si on regarde à l'intérieur de cette protection sociale, la part que les pays vont mettre pour la santé, elle est aussi assez diverse. Alors, ce n'est pas un rapport de 1 à 2, mais il y a quand même des écarts importants. Lorsque certains pays vont mettre 45% de leur protection sociale dans la santé, d'autres vont mettre 20% seulement. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre ailleurs, ils vont le mettre dans les retraites, dans le chômage éventuellement, dans la famille, etc. Donc les choix sont différents. Donc pareil, lorsqu'il y a une crise, comment va jouer en fait le système de protection sociale, ça va aussi dépendre de la part qu'on a souhaité consacrer à la santé, au chômage ou à la retraite, etc. Donc ça, c'est des éléments aussi très importants d'avoir à l'esprit. Et enfin, l'autre élément aussi majeur, c'est au-delà de ces proportions, c'est la part réelle que vont dépenser les pays pour la protection sociale. Là, vous avez les parités de pouvoir d'achat, c'est-à-dire si on met toutes choses égales par ailleurs dans un panier, la capacité de chacun des individus d'un pays de consommer, enfin de bénéficier de protection sociale, là on voit des écarts extrêmement importants. On le savait, les pays européens sont très inégaux en termes de richesse, et en particulier de capacité dans la protection sociale. Si on le divise par habitant, c'est encore plus surprenant qu'on peut l'imaginer. Et là, c'est beaucoup plus connu, mais il faut aussi le rappeler. Si on regarde un autre indicateur qui est la part de la richesse nationale consacrée à la santé, pour le coup, eh bien, on a là aussi un rapport assez important de 1 à 2. Entre des pays qui sont à moins de 6% de leur richesse nationale consacrée à la santé, et des pays comme la France et aujourd'hui les Pays-Bas qui ont dépassé les 11%. Les Pays-Bas sont aujourd'hui quasiment à 15%, donc un rapport de 1 à 2. Donc, vous imaginez bien, ces pays étant en plus de richesses très différentes, l'impact que ça peut avoir lorsque vous découvrez que par exemple le prix de certains médicaments, notamment cancéreux, sont les mêmes à l'est de l'Europe qu'ici en Belgique, donc en France, etc. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont moins de richesses pour consommer des produits qui iront le même prix. Donc ça, c'est des éléments aussi importants à avoir à l'esprit lorsqu'on essaie de se comparer. Et ensuite, élément important sur ce sujet de la crise, et donc de la protection sociale capable ou non de répondre à la crise, c'est dans quelle mesure les dépenses de santé sont financées collectivement ou par les ménages, par les personnes elles-mêmes. Donc là, vous avez des courbes qui vous donnent les dépenses publiques de santé totales. Donc vous avez des pays comme le Luxembourg, on est à plus de 90% donc des dépenses de santé. Je prends le cas des extrêmes. 90% des dépenses de santé qui sont couvertes de façon collective. Et si on va tout à l'autre bout vers la Grèce, donc ça c'est les pays de l'OCDE, donc vous y trouvez le Mexique, les États-Unis, mais si on prend que nos pays européens, vous trouvez la Grèce qui en 2011, et c'était déjà le cas avant la crise, et seulement à 60%, les dépenses de santé sont seulement à 60% publiques. Donc ça veut dire que déjà les Grecs devaient dépenser 40% pour obtenir leurs soins. Donc ça c'était un élément fort, la Grèce était déjà très peu solidaire. Il n'y a pas Chypre, c'est encore pire, parce que Chypre n'est pas dans sa vue, mais donc un pays très riche comme le Luxembourg est extrêmement solidaire, et un pays relativement pauvre et encore plus pauvre aujourd'hui, comme la Grèce, est très peu solidaire. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, si on veut rentrer dans les subtilités, les couleurs, vous avez les pays où ce financement collectif, c'est par l'assurance sociale, comme en Belgique, comme en France, comme en Allemagne, d'autres où c'est le budget de l'État. Bon, là aussi, ça a son incidence sur quand on va prendre des mesures au niveau de restriction des finances publiques, la capacité ou non, et rapide ou non des États à pouvoir faire des coupes sombres. Lorsqu'évidemment c'est dans le budget de l'État, il est plus facile de faire les coupes que lorsqu'il faut faire les coupes dans la protection sociale, c'est-à-dire la couverture assurance maladie, et donc négocier éventuellement avec les syndicats et les employeurs pour prendre des mesures. Donc ça, c'est des éléments aussi importants à avoir à l'esprit. Je ne vais pas évidemment rentrer trop dans le détail. Et autre facteur important avant la crise, là aussi toujours des chiffres de l'OCDE, donc on y trouve des pays qui sortent de l'Union européenne, mais le message important avant la crise, c'était les chiffres, les données 2009, c'est-à-dire toujours avec plus ou
ou moins 2 ans de retard, donc juste avant la crise 2007, la crise qui a été en 2007, on était partout dans la logique du plus, dans la logique de on va consommer plus. Alors vous voyez quand même des écarts importants. L'Irlande, le boom irlandais, ça se représentait par 6,7% d'accroissement à dépenses de santé. Un certain nombre d'autres pays comme la France, l'Allemagne avaient réussi à mettre en place des politiques de stabilisation de croissance. Il y avait quand même des politiques depuis assez longtemps pour dire qu'il faut essayer d'éviter d'avoir une croissance des dépenses de santé plus forte que la croissance générale de la richesse du pays. Donc ça avait eu son impact en France et en Allemagne sur les 10 dernières années suivant la crise. Mais d'autres avaient des logiques inverses de rattrapage. Il faut voir qu'en Espagne, au Portugal, en Irlande, on était dans les logiques de rattrapage. On bénéficie du boom de la croissance des années 2000 pour injecter de l'argent volontairement dans le système de santé. C'était aussi la politique de Tony Blair. Quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, le Royaume-Uni dépensait un peu plus de 6% de sa richesse nationale dans le système de santé. Il dit qu'il faut rejoindre la moyenne européenne, qui était à 8%. Pourquoi rejoindre la moyenne européenne? C'est vraiment une question de principe. Et ils ont injecté de l'argent dans le service national de santé de façon volontariste. Alors que d'autres étaient plutôt dans la maîtrise de la croissance. Dans certains pays, on a été vraiment volontariste avant la crise. Alors, voilà, on arrive à la crise, mais je pense qu'il est important de resituer à la fois la diversité du système de santé, et donc forcément de la diversité de l'impact que peut avoir une crise telle que celle qu'on connaît, et puis aussi la réalité précédant la crise. Alors, sur les dépenses de total, là on retrouve aussi des chiffres à la fois de l'OCDE et de la zone euro, donc ce qui nous donne une idée. Donc, le message a été délivré un peu moins par le précédent intervenant. Évidemment, c'est une crise importante et la plus grande qu'on ait connue avant la crise de 29. C'est plus fort que la crise en termes de récession, c'est plus fort que la crise de 70 et que les crises qui ont suivi. On peut dire un peu, oui, de façon globale, y compris la grande crise, les crises de 90 qu'on n'a pas connues tant que ça finalement à l'ouest de l'Europe, c'est une crise très forte à l'est de l'Europe, et je pense notamment aux pays nordiques, pour lesquels l'Union soviétique était un grand marché. Donc ça, c'était une crise aussi importante, d'où les chiffres aussi forts en 90, mais là, très clairement, on a la crise qu'on avait perdue. Et l'autre message aussi important de l'OCDE, c'est que la croissance, et donc, comme je le disais, auparavant on était plutôt dans une logique de croissance des dépenses de santé, et bien là, on va parler d'une décroissance. Pour la première fois depuis 1976, on a vu décroître fortement les dépenses de santé, donc on n'est plus du tout dans une logique de croissance. Alors, avec des bémols, là aussi c'est toujours pareil, lorsqu'on regarde les moyennes, il faut regarder les écarts types, il faut regarder la diversité des situations. Alors, vous voyez des pays où effectivement on est vraiment dans le négatif, je ne sais pas si on lit très bien depuis la salle ou la fond de la salle, mais pour commencer par la gauche, c'est l'Irlande, l'Islande, l'Estonie, la Grèce, la République tchèque, etc. Donc, vous voyez les pays les plus forts, la Norvège, le Danemark, la Slovénie. Et puis on a 0%, c'est l'OCDE. Et puis ensuite, on a quand même un certain nombre de pays où on est toujours dans le positif, dans la croissance en termes réels sur cette période. Alors, pour en venir à notre travail, donc comme je vous expliquais, une des actions de haut, c'est d'essayer de se comparer les uns les autres. Et évidemment, quand arrive un phénomène tel que la crise que l'on connaît, assez tôt, et donc là en l'occurrence en 2011, on travaillant déjà depuis 2009 sur le sujet, on va faire une publication, la crise et les hôpitaux et les services de santé, qu'on va actualiser régulièrement. Donc cette année, on a encore une actualisation qui va être publiée le mois prochain sur ce thème. Donc, pourquoi on a fait ce travail? Parce qu'il y a eu, en fait, le précédent intervenant l'a montré, très peu d'études qui ont été faites. Et notamment, même lors des crises précédentes, très peu d'études, très peu de recherches sur ce qui s'est réellement passé dans ces crises, avec seulement des anecdotes, quelques études de cas spécifiques, mais vraiment rien de systématique précédent.
Il n'y a pas de recueil systématique de données de base sur justement cet élément de crise. On a encore des données assez générales sur le fonctionnement du système de santé. Donc c'était aussi un enjeu pour nous d'essayer de débuter un travail qui pourrait servir, on n'espère pas, mais qui pourrait servir à l'avenir dans le cas d'autres crises. Et il n'y a pas d'observatoire. Je vais parler aussi de l'exemple de l'OMS, mais il n'a pas joué son rôle d'observatoire parce qu'il n'avait pas d'indicateur approprié sur l'impact de la crise. Donc on a fait ce travail assez empirique, on n'est pas un organisme de recherche, donc on est parti d'un questionnaire qu'on a élaboré avec nos membres et qu'on leur a fait répondre avec une volonté. Quand je parle d'impact, c'est parfois les mesures prises, les mesures adoptées, et donc pas vraiment sur l'impact sur la santé des populations. Mais donc sur le pays, sur le système de santé, sur l'hôpital et les services de santé, sur les professionnels, les citoyens et les usagers. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Malheureusement, en anglais, on n'a pas de ressources pour traduire dans d'autres langues, donc tout se trouve en anglais et à disposition. Donc une première section qui va comparer les informations les plus récentes et une seconde qui va faire la même information mais pays par pays pour avoir le site. Donc un premier message, première conclusion, mais c'est assez général lorsqu'on fait du comparatif, on est toujours très modeste au départ, c'est pas facile de présenter la réalité présente, parce que d'abord elle évolue tout le temps. Que là en l'occurrence, les facteurs de diversité, c'est qu'il y a des pays qui sont concernés et pas d'autres. L'Allemagne n'est pas en crise, vous le savez, je pense qu'on le sait assez, et le système de santé encore moins. L'an passé, la Fédération des hôpitaux allemands, donc la grande fédération qui regroupe tous les hôpitaux, et notre président actuel, le directeur général de cette fédération, a obtenu 1 milliard d'euros supplémentaires, sans grande justification. Mais 1 milliard d'euros parce qu'il y avait des excédents du système de protection sociale, il fallait bien le mettre quelque part, et ils ont fait un lobbying efficace qui leur a permis d'avoir ce milliard d'euros. Donc voilà. Il ne faut pas que vous me le répétez, mais c'est un peu comme ça. Moi, je vais vous demander quels sont les arguments. Est-ce que c'est des arguments de sécurité du patient? Est-ce que vous voulez faire ci, ça? Non, c'était très logiquement. Voilà, il y a 3 milliards sur la table, donc il faut qu'on en ait un, et voilà, il y a eu un. Donc, encore une fois, des pays qui ne sont pas concernés. Ensuite, des pays où, et ça a été aussi bien présenté de façon par mon prédécesseur, il y a des pays où il y avait déjà des réformes du système de santé en place. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de réforme du système de santé. Un instant donné. Donc, dans certains cas, on a eu le sentiment qu'il y a eu des réformes accélérées en cours. D'autres fois, on ne peut pas vraiment extrêmement appeler ça des réformes, mais vraiment plutôt des réponses aux contraintes financières. Et la contrainte financière, c'est vous êtes un financement public, donc il va falloir faire des coupes dans vos budgets parce que votre financement est public. Et donc, c'est au fond, aussi dans beaucoup de cas, des réactions à court terme auxquelles on a pu assister. Donc, les principales conclusions de notre rapport, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, soit des coupes, soit des ralentissements des dépenses de santé, un accroissement des activités d'urgence, ça a été dit précédemment, à l'exception du Portugal, où là on n'a pas vu de croissance d'activités d'urgence, un accroissement des durées d'attente ou des listes d'attente. La Belgique ne fait pas partie de ces pays à liste d'attente, la France non plus, mais la grande majorité des pays européens ont des systèmes de liste d'attente, donc des indicateurs qui permettent de savoir le temps d'attente, aussi bien aux urgences qu'en soins primaires, en soins secondaires, en soins hospitaliers. Donc là, on a pu très clairement avoir ces indicateurs très précis. Ce qu'on a vu aussi, c'est très peu de mécanismes de compensation de la réduction de l'activité hospitalière. C'est-à-dire, si on compresse l'activité hospitalière, où vont ces gens qui ont besoin de soins? De façon théorique, le MES dit il faut développer les soins de santé primaire, mais c'est pas comme ça qu'on le développe. Et la crise, c'est pas justement la meilleure période pour développer un système de soins primaires performant. Et dans certains cas, c'était le cas de la Lettonie dont on a assez peu parlé, mais la situation en Lettonie était bien plus grave que celle de la Grèce, donc on n'en parle jamais, pour d'autres raisons. Déjà, ils n'étaient pas dans l'euro, donc ça nous intéressait moins, ce n'était pas notre argent, ce n'était pas l'argent de nos banques. Là, je parle en tant que français, parce que là, j'ai écrit l'agricole, je trouvais là-bas. Eh bien, en Lettonie, on a eu vraiment des situations où on a abandonné tous les soins programmés. On a fait plus de l'urgence dans les hôpitaux universitaires de grande taille en Lettonie. On a coupé de façon très systématique toutes les activités de santé publique. On
on a divisé par 2 tout simplement un certain nombre d'activités de santé publique. Donc l'inverse de ce qu'on devrait éventuellement potentiellement faire dans une crise, puisqu'on voit bien que le problème c'est des sujets tels que la prévention du suicide, la prévention de l'alcoolisme, etc. Alors, à l'inverse, on va couper ces éléments. Donc notre message aussi assez fort, une période de crise, ce n'est pas forcément la meilleure période pour faire des réformes de structure. Et très clairement, ça n'a pas été le cas. Donc ce qu'on a vu de façon systématique, c'est qu'on a réduit les coûts opérationnels, on a la réduction des prix payés aux prestataires, aux services couverts par l'assurance maladie ou les dépenses de médicaments, et parfois aussi le paiement des biens et services. On a déjà évoqué les ressources humaines, les coupes dans les salaires du secteur public. Alors, ce n'est pas des petites coupes, hein, vous avez votre fiche de paye et vous apercevez qu'il y a 10% en moins, 20% en moins pour certaines catégories, c'était le cas au Portugal, en Grèce, etc. Et donc c'est pas moins 0, quelque chose, non, c'est moins 10%, moins 20%. À un moment de l'histoire de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, etc. D'où le phénomène d'immigration qui a repris une grande vitalité. Le Portugal a retrouvé ses taux d'immigration des années 60 pour tous les secteurs d'activité. Les infirmières et les médecins espagnols apprennent l'allemand de façon accélérée, aujourd'hui en Espagne, pour essayer de trouver un job en Allemagne. Donc on a des phénomènes qui reviennent comme autrefois, mais qui avaient disparu depuis quelques années. Il y avait des masses de migration sud-américaines dans le système de santé espagnol. Les Espagnols eux-mêmes les médecins espagnols avaient commencé à aller travailler au Portugal parce que les niveaux de salaire étaient différenciés. Donc avant la crise, il se passait des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 20 ans. Et là, on est revenu en arrière, dans un certain nombre de pays en matière d'immigration. Les médicaments, réduction des prix, c'est une politique importante, et puis aussi l'investissement des coûts sous forme de délai d'exécution. Donc on a assisté dans très nombreux pays. Il faut se souvenir qu'en 2008, un pays comme le Royaume-Uni, dirigé à l'époque par Gordon Brown, a dit on va massivement investir dans le système de santé pour justement, dans la logique keynésienne, essayer de faire redémarrer la machine économique. Tout ça a disparu assez rapidement. Et le sentiment, les principales conclusions aussi ici, c'était les bénéfices à court terme ont été obtenus. C'est-à-dire tout ce qu'on avait pu couper sans avoir trop d'impact sur le reste du système de santé a été fait. Alors, pour les usagers, on en a parlé aussi précédemment, je ne reviens pas trop longuement sur ça, l'accroissement des paiements directs pour les traitements, les consultations, l'hospitalisation, ça c'est apparu dans les pays où ça n'existait pas encore et ça s'est développé dans d'autres. On a fait d'ailleurs une étude qui va bientôt être publiée sur justement le reste à charge des patients qui, encore une fois, est extrêmement inégal à la base, mais en plus c'est accru un peu partout. Et ce qui est très, très clair dans cet impact, mais là aussi je passe rapidement ce que c'était présenté précédemment, c'est qu'on sait et on voit que les inégalités sont en train d'augmenter en Europe, surtout dans les pays à forte crise, où les ménages les plus riches vont continuer avec des assurances privées, alors que les plus pauvres vont se passer dans des structures sous-équipées. Les gains de longévité, on va très vite le voir, vont être perdus. Et puis, la mortalité infantile, je vais rajouter ce qui a été dit précédemment, le travail que fait Médecins du Monde, où notamment sur l'abandon de la vaccination d'enfants en Grèce est assez dramatique. Pourquoi ? Parce qu'on a 40 000 familles grecques qui n'ont plus de couverture sociale, donc ils doivent trouver de l'argent pour se payer. Donc quand on leur demande 500 €, 400 € pour les vaccinations, pour la chaîne complète de vaccination, ils ne sont pas capables. Donc on commence à assister à des enfants plus vaccinés pour des raisons économiques. Ce qu'on trouve aussi en France, dans la région de Marseille, selon Médecins du Monde. Donc, oui, à terme, toutes les conséquences que ça peut avoir, pas seulement dans le pays, mais aussi pour ses voisins. Alors, le rapport de l'OMS qui a été cité est arrivé après ça, c'est pour ça que je mets ici, pour des raisons historiques. Il rejoint beaucoup de choses qu'on avait trouvées de façon assez empirique. Il est plus systématique, il couvre beaucoup plus de pays que le nôtre. Certains pays, c'est le message de l'OMS, semblent utiliser la crise comme un outil d'efficience, mais comme je le disais, rien n'a été fait pour améliorer la place de la santé. On a
fait beaucoup de choses visibles. Et le message fort aussi de l'OMS, rejoignant à ce qu'on a dit, mais évidemment, c'est un message plus fort venant d'eux, les risques importants de réduction de la couverture des services essentiels, ce que je parlais tout de suite, la vaccination par exemple, la réduction de la population couverte, l'autre exemple grec. Nous savons aussi qu'il y a 600 000 familles espagnoles qui n'ont plus aucun revenu. Alors, ils ont toujours la couverture sociale, mais ils n'ont plus aucun revenu. L'augmentation des temps d'attente pour les services essentiels, etc. Tout ça a un impact globalement très négatif. Pour me souvenir de ces discussions qui ont pu avoir lieu au début de la crise, 2008-2009, dans des grands colloques, une sorte de Davos de la santé qui s'appelle Gastein, où on était un peu dans le délire de la crise. C'est vraiment une belle opportunité pour poursuivre la réforme du système de santé. Et la Banque mondiale, qui est un organisme important, c'est un des 3 acteurs qui gère aujourd'hui le système de santé grec, a vu ça effectivement comme une opportunité. On va reporter les investissements, c'est-à-dire des investissements inutiles, on va réduire les frais généraux, on va rationaliser les hôpitaux, on va introduire des politiques pharmaceutiques efficientes, ce qui n'est pas faux, ça a été plus ou moins mis en place. Et pour la première fois, parce que la Banque mondiale a fait quand même mourir pas mal de gens avec cette politique de restructuration sur le continent africain, cette fois-ci ils ont dit mais il faut quand même protéger les dépenses des plus pauvres. Et de façon intéressante, en Grèce, c'est la Banque mondiale qui a été plutôt critique de l'extrémisme de la Commission européenne présente en Grèce sur ces aspects-là, en disant vous allez trop loin en Grèce sur la politique économique que vous mettez en place, parce que justement on est en train de créer une population très très pauvre qui n'est plus couverte du tout. Donc on avait ces éléments. Mais très clairement, est-ce qu'on peut voir dans les politiques qui ont été menées la mise en œuvre d'un agenda à long terme, c'est-à-dire cette idée de on va en profiter pour rationaliser ça. Et ce serait quoi? Ce serait un système de financement qui récompense des soins et une prévention de haute qualité, pas seulement d'activité. On ne voit rien venir là-dessus, très clairement. Évaluer les rapports coûts-efficacité de nouveaux traitements, c'est pas sorti de la crise. On a encore une fois fait des coups sombres dans les dispositifs médicaux et les médicaments sans avoir vraiment de logique et de rationalité dans le système. Une plus grande coordination des soins entre les différentes parties du système de santé. C'était déjà présent dans les réformes des systèmes de santé qui avaient mis en œuvre, mais il n'y a rien de spécifique avec la crise. On a continué à essayer de le faire un peu partout. Et insister plus sur les soins primaires, sur la satisfaction des patients. Là, c'est pareil. La crise n'a pas vraiment été le moteur. On le voit dans aucun pays où vraiment significativement en crise qu'on a mis en place ces types de mécanismes. Donc, la crise, non, ça n'a pas été une opportunité. Ce qui pourrait, ce qui maintenant, je pense, est important de présenter pour conclure, c'est cette logique aussi de résultat. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à évaluer l'impact de la crise parce qu'on a déjà du mal à évaluer l'impact du système de santé sur la santé des populations. Vous connaissez peut-être cette courbe qui globalement essaye de croiser les dépenses de santé, donc en bas, et un indice ordonné, et l'espérance de vie qui montre comment les États-Unis sont extrêmement inefficients. C'est-à-dire, en mettant à 8 000 dollars par habitant, ils ont une espérance de vie seulement 78 ans, alors que des pays comme la République tchèque, qui ont la même espérance de vie, ils vont mettre seulement 2 000 dollars. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre beaucoup d'argent pour, au moins sur cet indicateur, avoir une bonne espérance de vie. Et le deuxième élément de cette courbe, c'est que quand même, plus on met d'argent dans le système de santé, plus l'espérance de vie semble augmenter, sans forcément que ce soit une réaction de cause à effet systématique, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que la courbe s'arrondit. Alors, l'espérance de vie à la naissance, ce n'est pas forcément un très bon indicateur de la qualité de vie des gens, déjà, et aussi de la qualité des services de santé. Et ce qui commence à arriver, et qui va être utile justement à l'avenir, pour essayer de voir clairement l'impact des crises, ou des réformes, ou des modifications,
les systèmes de santé, c'est des indicateurs comme celui-ci et d'autres que je vais présenter, qui sont la mortalité vitale. Alors j'ai pris justement un des derniers indicateurs disponibles, donc 2007, il y a des années pour mettre en place les équipes, pour se mettre d'accord sur ces éléments, mais on commence à avoir ce type d'indicateur. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est qu'on peut commencer à comparer les systèmes de santé à partir de cet indicateur de mortalité vitale. Donc si votre système de santé avait mieux fonctionné, il accède aussi ou ça, etc., après il faut analyser pourquoi, eh bien vous auriez évité un certain nombre de morts. Alors, vous stigmatisez pas si vous n'êtes pas dedans, c'est peut-être une bonne chose, il faut toujours le prendre de façon positive quand on n'est pas dans une classe. Non, c'est très probablement parce que la Belgique n'a pas souhaité être prochaine l'OCDE. Donc en fait, c'est un organisme volontaire, on n'est pas forcément dedans. Mais c'est vrai que ça vous exerce l'œil et puis ça maintient éveillé, essayer de trouver où se trouve votre pays. Mais un autre indicateur intéressant qui commence à développer l'OCDE, là aussi de façon ponctuelle, avec un certain nombre de pays volontaires, et qui est en train d'arriver, qui est en train de poser des questions dans certains systèmes de santé, c'est parfois même de conditionner certains financements, certains bonus dans certains systèmes de santé, c'est la mortalité hospitalière à 30 jours pour une admission en acute myocardial infarction, un infarctus aigu du myocarde. Encore une fois, il ne s'agit pas d'entrer dans les détails, mais de voir qu'on commence à se comparer, que donc ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de voir, c'est finalement l'impact de la crise a pu avoir sur les patients qui ont un infarctus. Bien demain, on va avoir des indicateurs de ce type qui vont nous permettre de nous comparer de façon européenne et bien sûr de façon internationale. Donc voilà, je voulais en terminer juste par cette idée de les perspectives, c'est de savoir demain être capable de voir l'impact réel que ça a pu avoir sur la santé des populations. Encore une fois, on en est au tout début de la capacité de savoir comment nos systèmes de santé influent ou pas directement sur la santé des populations. Je vous remercie pour votre attention. Notre site internet, c'est le moyen d'obtenir plus d'informations et de lire les rapports dont je vous ai parlé, éventuellement de me contacter puisque mon adresse email se trouve aussi. Merci pour votre attention.